Bonjour et bienvenue pour cette exploration de vos sources. Aujourd'hui, on se penche sur un oiseau bien emblématique, le vautour fauve. On l'imagine souvent là-haut, planant, majestueux dans le ciel des montagnes. Mmh. Mais voilà, il est aussi parfois au centre de tensions, on va dire, surtout avec le monde de l'élevage. Et pourtant, son rôle écologique, lui, il est crucial. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un équarrisseur naturel. Un nettoyeur, en fait, indispensable pour les écosystèmes, surtout ceux qui sont liés au pastoralisme. D'accord. Et pour essayer de démêler un peu cette relation qui est assez complexe, on s'est appuyé sur pas mal de documents, des rapports scientifiques, des plans d'action des parcs nationaux Pyrénées, Cévennes notamment. Il y a aussi des publications vétérinaires, et puis un document cadre important, le Plan national d'action français, le fameux PNA. Le PNA, oui. Voilà. Et tous ces textes, ben, ils analysent en détail la cohabitation entre ce grand rapace et puis l'élevage. Surtout en France, mais aussi un peu en Espagne, forcément. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? C'est vraiment d'extraire l'essentiel de tout ça, de comprendre les faits, sans tomber dans la polémique facile, quoi. Quel est vraiment le rôle du vautour? C'est quoi la réalité derrière ces histoires de dommages au bétail? Comment les experts sur le terrain évaluent la situation? Mhm. Et puis, surtout, quelles sont les pistes, les solutions envisagées pour que tout le monde cohabite mieux? L'idée, c'est vraiment de présenter les choses de manière équilibrée, juste en se basant sur ce que disent les documents. Exactement. On va essayer de rester factuel. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Le rôle écologique et sanitaire de ce vautour. C'est la base, non? Oui, c'est le point de départ. Incontournable. Le vautour fauve, avant tout, c'est un nécrophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'animaux morts. C'est sa spécialité. D'accord. Et il fait ça avec une efficacité redoutable. En nettoyant très vite les carcasses, il joue un rôle sanitaire hyper important. Il limite la dissémination de maladies, de pathogènes. Les sources parlent même de cul-de-sac épidémiologique. Cul-de-sac épidémiologique. C'est une jolie formule. Ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça tient surtout à deux choses. D'abord, son système digestif. C'est extrêmement acide. Le pH de son estomac est autour de 1. Ah oui, quand même. Oui, et ça neutralise quasiment toutes les bactéries, les virus dangereux qu'on pourrait trouver dans une charogne. Et puis, deuxièmement, la vitesse à laquelle il consomme. Une colonie de vautours, ça peut faire disparaître une brebis en quelques dizaines de minutes, une vache en quelques heures. Impressionnant? C'est beaucoup plus rapide et efficace que la décomposition naturelle ou que l'intervention d'autres charognards comme les renards ou les chiens errants qui, eux, pourraient disséminer certaines maladies. Donc c'est un vrai service rendu aux éleveurs. Un service gratuit et précieux, surtout en montagne, où l'équarrissage industriel, la collecte des cadavres, c'est parfois compliqué ou cher. Et sa biologie elle-même, qu'est-ce qui le rend si efficace pour ce travail, si on peut dire? Alors c'est une espèce grégaire, ils vivent en colonie, souvent dans des falaises. Et cette vie en groupe, c'est la clé pour trouver la nourriture. Ils prospectent sur des territoires immenses, en utilisant les courants d'air chaud pour planer sans effort. D'accord. Dès qu'un oiseau repère une carcasse et descend, les autres le voient de loin et convergent très vite. C'est très efficace. Et puis sa morphologie est adaptée. Il a ce long cou déplumé pour aller chercher à l'intérieur des carcasses sans se salir, un bec très puissant pour déchirer les peaux épaisses. Mmh. Par contre, et c'est important, ces serres, ces pattes, elles sont relativement faibles. Elles sont pas du tout faites pour attraper et tuer une proie vivante qui se débat. Ce qui confirme bien son régime de nécrophage, pas de prédateurs, au sens où on l'entend habituellement. Et ces populations alors? On entend souvent dire qu'elles augmentent beaucoup, c'est vrai? Oui, c'est vrai que les populations de vautours fauves ont bien récupéré en France et en Espagne ces dernières décennies. C'est le résultat des mesures de protection strictes qui ont été mises en place dans les années 70. Il faut se rappeler que l'espèce avait quasiment disparu à cause de la persécution, des empoisonnements. Ah oui. Donc aujourd'hui, son état de conservation est jugé favorable. Mais attention, faut nuancer. Justement, cette augmentation de population le rend aussi très dépendant des activités humaines, en particulier de l'élevage extensif. Pourquoi? Parce que c'est l'élevage qui lui fournit l'essentiel de sa nourriture. Les animaux qui meurent naturellement en montagne sur les parcours. Et c'est aussi l'élevage qui maintient les paysages ouverts, les pelouses dont il a besoin pour repérer cette nourriture. Il y a une interdépendance très forte en fait. D'accord, je vois. Et c'est là qu'on arrive au point sensible.
Si c'est un nécrophage qui dépend de l'élevage, d'où viennent ces polémiques, ces accusations d'attaques sur du bétail vivant? Les sources en parlent, j'imagine. Oui, oui, elles abordent ça très directement. Alors, première chose à noter, l'idée que le vautour puisse parfois s'intéresser à un animal qui n'est pas encore tout à fait mort, ce n'est pas complètement nouveau. Les documents citent des observations anciennes, même en France au début du XXe siècle, ou en Afrique, on a vu des vautours intervenir sur des animaux très faibles, agonisants. Donc ce comportement opportuniste, il n'est pas apparu d'un coup. Mais il y a quand même eu une augmentation des signalements à un moment donné. Oui, les documents montrent bien une hausse nette des déclarations de dommages en France, surtout entre 2005 et 2009, à peu près. Et on sait pourquoi. Cette période coïncide avec des changements réglementaires importants en Europe. Suite à la crise de la vache folle, les SB, ça a entraîné en Espagne la fermeture temporaire de grands charniers où on déposait les carcasses d'élevage. Or, l'Espagne, c'est là qu'il y a le plus de vautours fauves en Europe, et beaucoup fréquentent aussi le côté français des Pyrénées. Ah, je vois le lien. Cette baisse soudaine de nourriture disponible a pu créer un stress alimentaire et peut-être pousser certains oiseaux à être un peu moins sélectifs, disons. Depuis 2010, à peu près, le nombre de déclarations en France semble s'être stabilisé, aux alentours de 60-70 par an. Mais bon, la perception du problème reste vive chez certains éleveurs. Et comment on fait pour savoir ce qui s'est vraiment passé quand un éleveur signale un problème? Comment ça se passe, l'enquête sur le terrain? Alors, il y a des procédures de constat qui ont été mises en place, assez standardisées. En général, ce sont les agents de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui a remplacé l'ONCFS, ou bien les agents des parcs nationaux qui interviennent. D'accord. Ils vont sur place, ils examinent la carcasse, l'environnement, ils cherchent des traces, des indices, des plumes, des coups de bec typiques, et ils recueillent le témoignage de l'éleveur. Les sources insistent sur l'importance de ces déclarations pour suivre le phénomène scientifiquement, même si en France, contrairement à ce qui se passe en Espagne ou pour l'ours par exemple, il n'y a pas d'indemnisation automatique. Ah, d'accord. Et ça pourrait vouloir dire qu'il y a des cas qui ne sont pas signalés. C'est une possibilité, oui. Ce manque d'indemnisation pourrait créer un biais, un certain sous-signalement. C'est difficile à évaluer précisément. Et si on veut aller plus loin dans l'analyse, on fait appel à des vétérinaires experts. Exactement, justement, parce que c'est complexe. Un protocole d'expertise vétérinaire assez rigoureux a été développé, d'abord dans les Pyrénées, puis ça a été étendu. Le but, c'est vraiment d'établir le plus sûrement possible la cause réelle de la mort de l'animal. Et surtout, de déterminer la nature de l'intervention des vautours. La question clé, c'est est-ce qu'ils sont intervenus post-mortem, après la mort, ou ante-mortem quand l'animal était encore vivant? Voilà, on y est, le cœur du problème. Et alors, que disent ces expertises vétérinaires d'après les synthèses des rapports? Les résultats sont vraiment éclairants. Et ils nuancent pas mal d'idées reçues. Alors oui, les expertises confirment qu'il y a bien des interventions ante-mortem. Par exemple, il y a une étude importante dans les Pyrénées, entre 2003 et 2009, sur 170 expertises. Elle a conclu une intervention ante-mortem d'environ 37% des cas. Plus d'un tiers, c'est pas rien quand même. C'est un chiffre, oui, mais l'info la plus importante, c'est quand on regarde ces cas ante-mortem de plus près. Le Plan national d'action, le PNA, qui synthétise plusieurs études, dont celle-là, elle portait sur 65 cas ante-mortem confirmés. Il révèle quelque chose de majeur. Dans l'immense majorité de ces situations, 94% des cas ante-mortem, les vautours sont intervenus sur des animaux qui étaient déjà en état de détresse extrême. Détresse extrême. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'après les rapports? Il détaille bien. Ce sont soit des animaux littéralement mourants, agonisants, soit des animaux dont l'état sanitaire ou physique était tellement mauvais que leur chance de survie était quasi nulle. On parle d'animaux victimes de complications graves à la naissance, un vélage, un agnelage difficile, ou d'animaux gravement blessés, malades au point de ne plus pouvoir bouger ou coincés dans une position sans pouvoir se relever. Une brebis sur le dos, par exemple, et isolée du troupeau. Donc ça veut dire que même dans ces cas antémortem, le vautour n'attaque pas un animal en pleine forme. C'est exactement ce que les experts soulignent dans ces documents. Le comportement qu'ils décrivent, c'est de l'opportunisme pur face à une proie totalement incapable de se défendre ou de fuir. Les cas où l'expertise conclut que le vautour a été la cause déterminante de la mort d'un animal qui était sain et viable juste avant, eh bien ces cas sont jugés rarissimes. Rarissime, il y a des chiffres. Le PNA cite le chiffre de 8% sur les 65 cas anti-mortem pyrénéens qui ont été analysés en détail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette même étude pyrénéenne, sur les ovins adultes, il y a eu 0 cas de ce type, c'est-à-dire 0 cas d'intervention déterminante sur un mouton sain. Alors,
C'est quoi les situations de vulnérabilité qu'on retrouve le plus souvent quand il y a ces interventions anti-mortem? Ce qui revient le plus souvent dans les sources, ce sont les mises bas difficiles, surtout quand elles se passent dehors, sans surveillance humaine directe. Certaines races de vaches sont mentionnées, comme la blonde d'Aquitaine. Apparemment, la sélection pour avoir des veaux plus gros a pu augmenter les risques de vélage compliqués. D'accord. Et chez les moutons, ce sont surtout les brebis isolées, celles qui sont en mauvais état, qui boitent fort, ou qui ont eu un accident, qui sont tombées, coincées, retournées sur le dos. J'ai lu aussi qu'il y avait une histoire avec une technique d'analyse, l'histologie, qui était utilisée en Espagne. Qu'est-ce qu'en disent les documents français? Ah oui, l'histologie, c'est l'examen au microscope des tissus, là où il y a eu les coups de bec. L'idée, c'était que ça pourrait aider à savoir si c'était hanté ou post-mortem. Mais des expériences comparatives ont été faites en France. On a comparé les résultats de l'histologie avec ceux d'autopsie vétérinaire complète. Et alors? Les résultats ont montré de grosses limites. Sur 24 cas comparés dans les Pyrénées, les résultats étaient contradictoires dans plus de la moitié des cas. Ah oui, carrément! Oui. Parfois, l'histologie disait post-mortem alors que l'autopsie montrait clairement antémortem, parce qu'il y avait du sang infiltré dans les tissus, etc. Donc les experts français concluent que l'histologie toute seule, c'est pas un outil assez fiable pour trancher dans ce contexte précis. D'accord. Tout ça, ça nuance quand même beaucoup l'image du vautour tueur de bétail. Mais pour les éleveurs, l'impact économique, il est réel, non? Oui, ça, il ne faut pas le minimiser. Pour un éleveur qui perd un animal, une vache ou même plusieurs brebis, c'est une perte sèche. L'impact économique et puis aussi moral, il est bien réel, préoccupant, personne ne dit le contraire. Bien sûr. Oui. Mais ce que suggèrent les expertises scientifiques, c'est que si on regarde à l'échelle de toute la profession agricole, le vautour fauve n'est pas un facteur majeur de perte économique. La mortalité naturelle en élevage, les maladies, les accidents, même les autres prédateurs, ça représente des pertes bien plus importantes globalement. Hmm. Et des sources soulignent aussi parfois le rôle des médias, de certains traitements de l'information, qui peuvent un peu amplifier la controverse et donner une perception du risque qui est un peu décalée par rapport aux données factuelles des expertises. Oui, c'est toute la difficulté de l'évaluation. Bon, et alors, comment on gère tout ça? Comment on essaye d'améliorer cette cohabitation? Apparemment, il y a des approches différentes entre la France et l'Espagne. Oui, les contextes et les politiques sont pas les mêmes. En Espagne, déjà, il y a beaucoup plus de vautours. Et la gestion, elle se fait au niveau des régions, des communautés autonomes. Plusieurs régions, comme la Navarre ou l'Aragon, ont mis en place des systèmes d'indemnisation pour les dommages attribués aux vautours. Souvent, il faut une expertise vétérinaire pour que ça marche. Et ça aide. D'après les documents, oui, cette indemnisation, même si elle ne règle pas tout sur le fond, elle a quand même pas mal aidé à calmer les tensions, à créer ce que certains appellent une paix sociale sur ce sujet. L'Espagne a aussi une plus longue tradition de gestion de la nourriture pour les vautours, avec des sites de nourrissage spécifiques, les mouladers ou comedores. Maintenant, on parle plutôt de placettes d'équarrissage naturel. Ça peut aider à fixer les oiseaux et peut-être à réduire la pression sur le bétail vivant. Et en France alors? Quelles sont les pistes privilégiées d'après le PNEA et les autres rapports qu'on a? L'approche française, telle qu'elle est décrite, elle repose sur plusieurs axes qui se complètent. Le premier, et c'est peut-être le plus important, c'est le développement de ce qu'on appelle l'équarrissage naturel organisé. Ça passe par des réseaux de placettes. Ce sont des endroits spécifiques, bien définis et encadrés, où les éleveurs, qui sont partenaires du système, peuvent déposer les animaux de leur ferme qu'ils trouvent morts suite à une mortalité naturelle. D'accord. Et c'est quoi l'intérêt de ces placettes? Il y a plusieurs objectifs. D'abord, c'est un service concret pour les éleveurs. Ça facilite l'élimination des carcasses, surtout en montagne où c'est pas toujours simple. Ensuite, ça assure une source de nourriture plus régulière, plus prévisible pour les vautours. L'idée, c'est que ça pourrait diminuer la compétition entre eux et peut-être les inciter à moins aller chercher de la nourriture sur pied, comme on dit, dans les zones d'élevage, surtout quand la nourriture manque. Ça vise aussi à maintenir un lien utile, positif, entre l'élevage et le vautour, en valorisant ce service d'équarrissage. C'est un système qui marche déjà bien dans les grands causes, il y a plus de 100 placettes là-bas, et c'est en train de se développer dans les Pyrénées. Mais attention, ça demande un cadre réglementaire strict, hein. Il faut bien choisir les endroits, respecter des distances par rapport aux maisons, aux points d'eau, contrôler les quantités déposées, faire un suivi sanitaire, c'est pas n'importe quoi. Bien sûr. Et à part gérer la nourriture, il y a d'autres pistes pour essayer de limiter les incidents gelants? Oui, un deuxième axe important, c'est la prévention ciblée. L'idée, c'est d'identifier les situations d'élevage, les pratiques qui sont les plus à risque, et d'agir avant que le problème n'arrive.
Ça passe beaucoup par la sensibilisation, l'accompagnement des éleveurs, par exemple les encourager à surveiller davantage les troupeaux pendant les périodes critiques de mise bas, surtout si ça se passe dehors et avec des races considérées comme plus sensibles. Oui. Ça veut dire aussi essayer de mieux protéger ou d'isoler les animaux qui sont temporairement très vulnérables, comme ceux qui sont malades ou blessés. En gros, réduire les opportunités pour les vautours. Et l'effarouchement. On en entend parler parfois, c'est une demande de certains éleveurs. Qu'en disent les documents? L'effarouchement, oui, c'est abordé, mais c'est présenté comme une mesure très encadrée, plutôt expérimentale, et à appliquer localement, vraiment en dernier recours. Il y a eu des autorisations de tir d'effarouchement avec des cartouches à blanc non létales qui ont été données de façon très ciblée dans certaines zones des piémonts pyrénéens, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Ariège. Et ça sert à quoi exactement? L'objectif, c'est d'éloigner les vautours des abords immédiats des bâtiments d'élevage ou des zones où le bétail est regroupé. Mais c'est clairement dit que c'est exclu en estive ou sur les grands parcours de montagne. Son efficacité à long terme, elle est discutée parce que les oiseaux peuvent s'habituer. Et puis il faut contrôler ça de très près pour éviter les problèmes, les impacts négatifs sur les oiseaux eux-mêmes. Il y a d'autres méthodes qui sont testées aussi, avec des sons, des moyens visuels, surtout en Espagne, mais les résultats sont variables. D'accord. Et pour finir sur les mesures, quitte de l'indemnisation en France. C'est une demande qui revient souvent. Oui, c'est un point de tension. Comme on disait, contrairement à l'Espagne ou à ce qui se fait pour le loup ou l'ours en France, il n'y a pas de système national d'indemnisation spécifique pour les dommages attribués aux vautours. Les sources disent bien que des discussions ont eu lieu pour voir s'il y avait des possibilités du côté des assurances privées. Mais... Apparemment, ça n'a pas abouti pour l'instant. Ce serait difficile d'évaluer le risque et les assureurs seraient plutôt réticents. Donc, c'est un sujet qui reste ouvert, quoi. Et puis, il y a un point qui revient absolument partout, dans tous les documents, dans toutes les stratégies. C'est l'importance cruciale de la communication et du dialogue. Ça, c'est fondamental. Pour sortir des polémiques qui servent à rien, il faut absolument diffuser largement ce qu'on sait, les connaissances scientifiques, mais de manière pédagogique, nuancée. Oui, faire comprendre la complexité. Exactement. Et les instances de discussion locales, comme les comités de suivi où on retrouve les éleveurs, les assos de protection de la nature, les scientifiques, les représentants de l'administration, ces comités sont essentiels pour partager l'info, comprendre les différents points de vue et trouver des solutions adaptées au terrain. Il faut aussi essayer de valoriser les côtés positifs de la présence du vautour. Et évidemment, comme les vautours ne s'arrêtent pas aux frontières. Bah oui, la coopération transfrontalière, surtout entre la France et l'Espagne, qui partagent les mêmes populations dans les Pyrénées, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas gérer ça efficacement, la nourriture, les populations, les conflits potentiels, si on ne travaille pas ensemble à cette échelle-là. Bon, si on essaye de résumer l'essentiel de ce que nous disent ces sources, le vautour fauve, c'est un acteur écologique majeur, un partenaire objectif de l'élevage grâce à l'équarrissage naturel. C'est ça. Son comportement, c'est celui d'un nécrophage, qui, oui, peut être opportuniste. Les cas où il intervient sur du bétail vivant, ça existe, mais les expertises montrent que ça concerne quasi uniquement des animaux qui sont déjà mourants ou très très mal en point. Donc, l'image du prédateur actif, elle est vraiment très loin de la réalité scientifique qui est décrite. Oui, c'est tout à fait la synthèse qu'on peut faire. Et face à cette réalité qui est complexe, il y a des pistes de gestion qui existent, qui sont mises en œuvre pour améliorer la coexistence. La gestion organisée de la nourriture via les placettes, ça semble une voie vraiment prometteuse, combinée avec des mesures de prévention ciblées sur les situations à risque. Mhm. Et au cœur de tout ça, comme on disait, le besoin d'une information objective et d'un dialogue permanent entre tous ceux qui sont concernés. Ça demande des efforts constants, de s'adapter aux réalités locales et de bien suivre les effets des actions qu'on met en place. Comprendre ces interactions complexes entre la faune sauvage et les activités humaines, c'est vraiment fondamental. Surtout dans ces territoires comme les Pyrénées, les Causses, les Alpes, qui sont façonnés par des milliers d'années de pastoralisme. C'est un enjeu pour la biodiversité, bien sûr, mais aussi pour maintenir une agriculture vivante et des paysages culturels. Tout à fait. Ces écosystèmes, ils sont le résultat d'une longue coévolution entre les pratiques humaines, les troupeaux et puis la faune sauvage. Et le vautour, il en est un élément emblématique. Pour terminer, une petite réflexion qui m'est venue en lisant ces documents. Ils évoquent l'idée que les animaux, y compris les vautours, peuvent apprendre et se transmettre des comportements au sein de leur groupe. Une sorte de culture animale, si on veut. Intéressant. Alors si cet opportunisme sur des animaux très vulnérables n'est pas un comportement tout à fait nouveau, on peut quand même se poser la question comment est-ce que l'évolution actuelle de nos pratiques d'élevage
le choix des races, la surveillance et surtout la manière dont on gère collectivement la nourriture disponible pour les vautours, notamment avec ces placettes. Comment tout ça pourrait influencer à long terme ce que les futures générations de vautours vont apprendre sur leurs interactions avec le bétail? Ah, c'est une question prospective fascinante, ça. Est-ce qu'une gestion vraiment réfléchie de la ressource alimentaire, en offrant une alternative qui soit fiable, accessible, pourrait petit à petit détourner les vautours des situations qui posent problème, même si elles sont rares, et du coup renforcer encore leur rôle bénéfique d'écarisseurs? C'est vrai que ça ouvre une réflexion intéressante sur notre capacité à orienter de manière subtile, indirecte, les dynamiques écologiques pour favoriser une coexistence qui soit vraiment durable. C'est une piste à creuser, effectivement. Voilà de quoi continuer à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette exploration.